Bienvenue sur La Cible, le média qui inspire les jeunes mais aussi les anciennes générations. Avant tout, on voulait vous remercier pour l'année 2024 qui a été incroyable. Il y a une vidéo qui est sortie tout simplement récemment, donc je vous laisse aller checker. Et du coup, on va commencer avec le premier FDL de 2025. Et du coup, bienvenue sur La Cible ici. Et comment tu vas, Abdallah? Très très bien et surtout, c'est un grand honneur de commencer cette belle année avec vous. T'es le premier en plus de 2025, donc c'est Merci. plutôt beau. Du coup, Abdallah, FDL, je pense que voilà, figure de l'ombre, on va revenir un peu sur ton parcours, retracer pas mal de choses. Et du coup, on va commencer par la première question. Comment il était le Abdallah enfant? Abdallah enfant, il aimait beaucoup jouer au foot, que ce soit à l'école, c'était vivement la récréation pour aller jouer au foot, en sortant de l'école, parce que j'ai toujours mon père qui a toujours été investi dans le foot et il me ramenait avec lui quand il était entraîneur. Il me ramenait tout le temps des ballons, même aller voir des matchs du Matra Racing, à l'époque le premier club de Paris au Parc des Princes. Et après, au niveau de l'école, je kiffais les mathématiques. Ouais. C'était mon kiff, l'histoire. Et je suis l'aîné d'un frère et d'une sœur. Okay. Donc, c'est des responsabilités très tôt. Mm. Et surtout, j'ai eu ce grand privilège que mes parents m'ont eu très jeune. Ma mère, elle avait 16 ans, mon père, 22 ans. Ah oui. Donc, il y a une bonne connexion, je veux dire, complicité, proximité avec mes parents depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, franchement, Abdallah, très jeune, c'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser. Et je m'amusais pas qu'avec mes amis, mais avec mes frères et sœurs, mon frère et ma sœur. Et surtout, avec mon père, on est resté depuis petit jusqu'à maintenant comme des potes. Comme un binôme, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et tu disais en plus dans une interview que si tu as un peu commencé le domaine associatif, c'est aussi en partie grâce à lui. Et c'est quoi, on va dire, les valeurs et les principes qu'il t'a inculqués et qu'il t'a transmis? Mon père, il me ramenait souvent avec mon frère et ma sœur en sortie. On pouvait aller à la fête des loges à Paris, voir un feu d'artifice au Parc des Princes, même en vacances. Et quand il nous achetait quelque chose, par exemple une glace ou autre, il regardait tout le temps à côté de lui s'il y avait par exemple des sans-abri ou autre. Ok. Et tout le temps, il en achetait une en plus. Et tout le temps, il était là à donner. C'est-à-dire que la première valeur qu'il a montrée, c'était la générosité. Et que ce soit même avec les voisins, on habitait à la ZUP à Argenteuil, à la Haye-Normande, il était toujours là dans le partage. Et le fait d'être dans le partage, être généreux, aller vers l'autre, tu as vu, c'est la communication, c'est-à-dire de communiquer, de montrer le bon comportement. Donc cette valeur-là, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que mon père, il était investi dans le club de foot du quartier, à Argenteuil. Ça? À l'ASVA, tout à fait. Ouais. Et en plus des entraînements et des matchs de foot, avec son propre argent, il allait prendre les jeunes pour leur faire des sorties, des barbecues, ou soit les ramener à la mer, à la plage. Donc avec son comportement, il m'a retranscrit ses valeurs et à entreprendre. Donc j'ai fait la même chose à mon échelle quand j'étais 16-17 ans, organiser des tournois de foot que pour les jeunes de la Haye-Normande. Faire des pique-niques, il y avait le Leader Press à côté, on faisait une petite caisse à 80 centimes de francs, quelques francs, on allait acheter des paquets de gâteaux, boissons, on faisait un petit pique-nique et tout. Donc c'est surtout ces valeurs-là qui m'ont montré, que mon père m'a transmis par son comportement. Il m'a jamais dit, ouais, il faut donner, il faut partager, ceci, cela. C'est que par son comportement. Mais ça, je ne l'ai pas appris directement, je veux dire, quand j'étais jeune. C'est avec du recul. Je me suis dit, hey, j'ai fait ça. Mais je me suis inspiré de qui? C'est pas les dessins animés ou les films à la télé ou un aîné du quartier. C'est vraiment en me disant comment j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, qui m'a montré ce comportement. Et en fin de compte, et quand des fois aussi, je faisais des grandes distributions de fournitures scolaires au quartier, ou de denrées alimentaires, ou de cadeaux, certaines personnes connaissaient mon père, mais connaissaient aussi mes grands-parents, paix à leurs âmes, paternels. Ils me disaient, ton grand-père était comme ça aussi. Comme
tous ceux, une grande majorité qui ont vécu à la ZUP d'Argenteuil, surtout de familles maghrébines, c'est les familles qui ont grandi au bidonville. Et mon père, lui, son enfance, il l'a passé au bidonville, limite Argenteuil, Cormeilles en Parisie. Et ils avaient tous connu certaines familles, mon grand-père, et ils me disaient, ton grand-père était comme ça aussi. Il était serviable envers les gens et toujours à vouloir aider et partager. C'est comme ça aussi par rapport au récit des voisins, des anciens, des mamans d'un certain âge, que je me suis dit, en fin de compte, mon père, il a appris de son père et Comme une sorte j'ai fait la même chose. D'héritage un peu. Tout à fait. Et surtout, il y a des trucs, quand t'es petit, tu prends pas conscience des choses. Et quand tu grandis, tu te dis, ah ouais, purée, mon père, il a fait ça, il a fait ça. C'est-à-dire, même s'il avait rien, il va quand même donner. Et c'est pour ça où je me dis, la beauté de l'éducation aussi. C'est clair. On prend pas du tout conscience des choses. Vraiment pas, ouais. Et surtout, de l'impact que ça a sur notre éducation et de l'influence. Mon père, quand il le faisait de bon cœur. Il n'était jamais dans le calcul. Il faut que mon fils il voit que je donne ça. Mais il était dans la discrétion. Je n'ai pas vu tout ce qu'il a donné. Même s'il a coulé la maison avec toutes les thunes qu'il a données à sa famille. Non, je rigole. Non, je rigole sérieusement. Et ben, mon père, le fait de montrer son comportement, d'être dans le partage et surtout d'être quelqu'un très proche de sa famille, et ben, ça a eu un impact sur nos frères, nos sœurs. Et moi, je suis né en 85. Mon petit frère, le dernier, il est né en 91. Ben, mon petit frère aussi, il est dans ce comportement-là, alors qu'il n'a pas tout vu ce que moi j'ai vu quand j'étais petit. Qu'Allah le préserve, en tout cas, mon frère. Amin, amin. Je s'enchaîne, amin. Et ça se passait comment à la ZUP d'Argenteuil? La ZUP d'Argenteuil? Quoi, le quartier? Le quartier, moi, j'habitais à La Haye-Normande. Fameux La Haye-Normande. La Haye-Normande. Et j'habitais au 5e étage, qui donnait une vue sur le quartier en bas des halls et de l'autre côté sur le rond-point de la Berrienne. Le rond-point de la Berrienne, à l'époque, c'était vraiment animé. Quand je te dis animé, que ce soit avec les camions à l'époque, de la police et tout ça et tout. Donc, j'ai tout vu. J'ai tout vu, le bon côté comme le mauvais côté. Le bon côté, j'ai des souvenirs que quand c'était le grand défilé de carnaval et tout ça et tout. Moi, je te parle en tant que spectateur par la fenêtre, quand on est petit. Après, quand on sort, ben, j'ai vécu les meilleures années. Parce que d'un côté, on va dire c'est négatif. De l'autre côté, il y a du positif. À l'époque, et moi, je pense que la majorité des cités, c'est comme ça aujourd'hui, on est ghettoisé. Quand je dis ghettoisé, on vit qu'entre nous. Tu fais ta maternelle avec tes voisins, tu fais ton collège avec tes voisins, tu fais le lycée avec tes voisins. Tous ces établissements sont dans le quartier. Les commerces, ils sont dans le quartier. La bibliothèque municipale est dans le quartier. Il n'y a rien qui est fait pour que tu puisses t'émanciper et sortir du quartier. Et la seule fois où tu te manges une claque et tu sors du quartier, c'est quand tu rentres dans la voie professionnelle et tu vas avoir un job. Parce qu'il faut vraiment être chanceux pour avoir un job dans le quartier. Donc, c'est les meilleures années. Ça fait que j'ai grandi avec des amis d'enfance et avec qui on a fait toutes nos classes. Et surtout, dans ma cité, à La Haye-Normande, quand j'ai grandi, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 18 ans, avant que je quitte La Haye-Normande, il n'y avait pas de trafic de drogue. Donc, nous, c'était sain. Les mamans, ils pouvaient... Tout le monde laissait leurs enfants en bas de la cité. Il y avait aucun souci. On n'avait pas de grands d'aînés. La plupart, c'était des personnes âgées ou les parents dans le quartier. Donc, tout se passait très, très bien. Et j'ai me souvenir. Et surtout, mon voisin, c'était Jamel Mazi, qui est journaliste à France TV Info. Et lui, il kiffait filmer et faire des montages. Toute la journée, il avait tout le temps des caméscopes. Ouais, c'est caméscope, c'est ça, caméra. Et tout le temps, il nous filmait. Et il a voilà les souvenirs. Quand on était en primaire, collège. Et jusqu'à aujourd'hui, on lui réclame les vidéos. On dit, ouais, je suis sur le montage. Mais je sais qu'il nous embobine. Donc moi, franchement, la ZUP, quand j'étais petit, c'était les meilleurs souvenirs. Et surtout, on avait un terrain de foot en bas. C'est-à-dire, on jouait tous au stade de foot. Le parc des Cerisiers un peu plus loin.
Et quand il pleuvait, on allait tous se réfugier à la bibliothèque sur la dalle. Mm. On se retrouvait là avec des bouquins et tout. Et c'est ça un peu qui m'a aidé aussi à faciliter, à organiser mes premiers événements. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris, on va dire, en grandissant dans le quartier? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas ceux qui ne vivent pas dedans, ils voient le quartier comme des fous, on va pas se mentir. Surtout avec comment on nous diabolise avec les médias. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu as appris? Ça a été quoi aussi les valeurs? Voilà, quelles leçons t'en tires en tout cas d'avoir grandi en quartier? La première chose que j'ai appris en vivant à la ZUP d'Argenteuil, surtout où j'étais à l'année normande, c'est la mixité, c'est-à-dire la tolérance. Nous, il y avait de tout ouf. le monde. Il y avait des juifs avec la kippa, normal dans notre cité, des Portugais, des Italiens, des Turcs, le Maghreb, je t'en parle même pas. Mais tu avais tout le monde et tous les âges. Et c'est ça qui était beau. Parce qu'aujourd'hui, tu ne le retrouveras pas, ça. Et toute cette mixité. Et c'est ça, c'est la tolérance. C'est-à-dire, chacun faisait sa fête, chacun frappait chez le voisin et n'avait pas peur de cette communication, de partager, d'ouvrir sa porte. Et la solidarité. C'est-à-dire, il y a des familles qui vivaient certaines épreuves, surtout pas mal de décès. Donc, il y avait toujours cette entraide. Et même les parents qui pouvaient garder les autres enfants de telle famille parce que les deux parents travaillaient. Donc, franchement, moi, c'est la solidarité, la tolérance et de voir cette belle mixité. Je me dis, j'ai pas grandi dans une cité où on était qu'entre nous. Ok, Moi, mon ouais. père, il n'a pas vécu ça. Mon père, il l'a vécu tard quand il s'est retrouvé à vivre dans un HLM. Mais pendant toute son enfance, c'était que les Maghrébins entre eux dans le bidonville. C'est une richesse aussi. Mais de grandir avec différentes origines ou autres, ben, ça fait que quand tu grandis, ben, tu as cette tolérance et surtout de te dire, quand tu as la chance et le privilège de voyager, de dire la plus belle des mixités, en fin de compte, elle est en France. On n'est pas replié dans le communautarisme où chacun était de son côté ou autre. Moi, j'ai vécu une belle jeunesse et je m'en plains pas du tout. Dieu merci en tout cas. Je te laisse enchaîner, Amine, en vrai. On parlait de la dictée pour tous. Comment ça s'est passé? Comment ça arrivait dans ta tête, pardon? Et comment tu as mis ça en œuvre? D'accord. La dictée pour tous, je ne me suis pas levé un jour, je me suis dit, je vais organiser une dictée. On va dire, c'est un cheminement, c'est différentes étapes. Depuis l'âge de mes 16 ans, j'organisais des tournois de foot, ensuite des distributions de denrées alimentaires, des maraudes, des distributions de fournitures scolaires, cadeaux. Et plusieurs fois, j'organisais des distributions de fournitures scolaires. Et tout ça, toutes ces actions-là, c'était en bas de ma cité à l'Aïn Normandin. Ok. La seule action, événement qui m'a fait sortir de mon quartier, c'est la dictée. Quand j'organise des distributions de fournitures scolaires, les mamans m'interpellent au quartier. Ils me disent, Abdellah, c'est bien les fournitures scolaires. Mais ça serait bien, t'organises des actions autour de l'orthographe pour les jeunes du quartier. Ok. Je me suis dit, attends Abdellah, quand tu donnes des cadeaux, des denrées alimentaires, des goûters, tournois de foot, ils sont 400, 500, 1000 personnes. J'ai là une dictée, il n'y aura personne. J'ai mis que 40 chaises le 28 août 2013. Et je me suis dit, Abdellah, faut pas que tu fasses un flop. J'ai appelé mes amis, même ma famille, pour qu'ils viennent. Ok. On se retrouve à 250 participants. Au milieu de la dalle, il y a quelques médias, les réseaux sociaux, des photos en haut des bâtiments. Tu vois, genre une petite classe au milieu de la dalle. Il y en a même, ils étaient assis par terre, il y en a debout en train d'écrire. Et je l'avais fait en partenariat avec cette bibliothèque qui nous a un directeur qui nous a vu grandir de toutes les générations aujourd'hui de la retraite, qui s'appelle Gabriel Lacroix, Oui, je sais qui. et que je salue. Il nous avait prêté les BD, tu vois, pour les supports, tellement qu'on était en galère. J'avais même branché la sono dans la pharmacie, et tellement qu'on mettait longtemps à la correction. Elle m'a dit, hey, les midis, ça y est, je ferme. C'est-à-dire la remise des prêts, on l'a fait en créant les noms et les prénoms. Et donc, j'organisais cette dictée-là. Et moi, je me suis dit, vas-y, la dictée, elle est finie, basta, tu vois. J'en ferai une autre plus tard dans une autre ville. Et là, je vois quoi? Sur les posts, sur les réseaux sociaux, grâce aux médias, Un boucan, ouais. les gens dans la ville et tout ça, dans le quartier, il y a une dictée, ceci, cela. Et je suis sollicité dans différentes villes, même en Belgique. Et là, je fais 3-4 étapes.
L'année d'après, 2 ans après, où je rencontre Bernard Pivot qui me reçoit chez lui. Je lui explique le concept et tout. Il me dit, comment tu choisis tes textes? Je dis, ouais, mes textes, ils sont répartis en 3 paragraphes. Une partie primaire, collège, le 2e paragraphe, et les lycéens, les adultes font le texte entièrement. Je dis, mais c'est quoi le niveau de difficulté? Bah, j'essaie de placer 1 ou 2 mots difficiles par paragraphe, et je prends des extraits de textes classiques. Je venais de faire même pas 10 dictées dans toute la France, avec celle, une à Bruxelles, au quartier Saint-Gilles. Il me dit, ton concept va être populaire et va connaître un énorme succès. Parce que ton texte est adapté à tout le monde. Moi, je fais des textes spécialement pour les cracks et tout ça, de l'orthographe, et je suis obligé de les écrire moi-même qu'avec des mots difficiles. Je me suis dit, je l'ai reçu chez lui, c'était le même décor là avec la bibliothèque. Je me suis dit, lui, il est perché avec ses livres. Mon concept, là, je vais faire encore 2-3 étapes, ça va être fini, je vais passer à autre chose. Et il a eu raison à 2000%. Après ça, on fait des tournées dans toute la France. On a pu faire des stades de foot, des dictées à l'international dans plusieurs pays, lancer une application, des livres. Donc, l'inspiration que j'avais à penser qu'aux jeunes, à vouloir mettre des événements dans mon quartier, tournoi de foot, distribution ou autre, ça a bien marché. Mais le fait que des mamans du quartier m'interpellent, ils me disent, Abdellah, fais une action autour de l'orthographe, et j'ai répondu à ce truc-là, ben, en fin de compte, l'histoire, elle est magnifique. Et moi, je ne suis pas un amoureux de l'orthographe, de la littérature française. Je lis vite fait. Aujourd'hui, je lis, c'est juste pour trouver des extraits de dictées. À l'école, j'étais pas fan du français. Je préférais 1000 fois l'espagnol ou les mathématiques ou l'histoire. Et là, franchement, l'histoire, elle est magnifique. C'est-à-dire, moi, je reste modeste. C'est-à-dire, je suis toujours là à me dire, faut motiver les jeunes à lire, à s'instruire, à être curieux. Parce que plus tu vas t'enrichir au niveau du vocabulaire, plus tu vas découvrir d'autres mondes, d'autres univers, d'autres environnements, plus ça va t'inspirer et créer de l'ambition. Même si on m'a décoré, on m'a donné pas mal de décorations par rapport à mon engagement, que ce soit dans la ville et au niveau de la République française, Abdellah Boudour, c'est pas un expert en orthographe. Mais comment tu as fait pour, on va dire, professionnaliser le truc? Parce que de base, voilà, c'était, on va dire, en mode amateur, ok. Et à partir de quel moment et comment tu as fait? Tu dis, ok, là, ça commence à être sérieux, il faut qu'on soit pro. Merci de poser cette question. Parce que ça a toujours été une ambition, un objectif à l'intérieur de moi. Ok. Quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans à monter des actions dans mon quartier, à l'Aïe Normande, il faut expliquer le contexte, parce qu'il y a des jeunes, ils vont regarder la vidéo, ils ne savent pas comment c'était avant les quartiers. Les quartiers avant, chacun restait dans sa cité. Tu ne te mélangeais pas avec l'autre cité. Là, Val d'Argenteuil, c'est plus de 20 000 habitants. Le Val d'Argenteuil, c'est tout, la ZUB. Chacun restait dans sa cité. Tu ne te mélangeais pas, il y avait toujours des tensions ou autres. Bref. Donc, je suis le premier à organiser des actions dans mon quartier, dans ma cité à l'Aïe Normande. Parce qu'il n'y avait rien. Quand il y avait une structure municipale à l'époque, dans les cités, c'était que les mecs de telle cité qui restaient, qui la squattaient. Ouais. Et il n'y a pas les mecs de l'autre cité qui venaient, à moins exceptionnellement dans certaines villes, mais c'était très, très rare. Donc, quand j'ai commencé à mettre en place mes événements, j'ai influencé pas mal de jeunes et de moins jeunes, c'est-à-dire des aînés, à reproduire les mêmes actions. Ok. À un moment, moi, ça faisait 5 ans, 10 ans que j'étais à fond dans mes événements, que ce soit des distributions, des maraudes ou autres, des denrées alimentaires. Une fois que tu vois dans ton quartier, dans ta ville, on te sollicite pour accompagner, pour aider, ou même pour créer des associations, bah, tu vois que ton champ d'action, il se réduit. Donc, je me suis dit, la place, ça y est, elle est prise.
Je ne voyais pas ça comme une compétition haute. Je me suis dit, maintenant, Abdellah, ça serait bien de monter des événements au niveau national. Ce que je fais là, j'aimerais bien le faire ailleurs. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire des distributions de fournitures scolaires à l'extérieur de ma ville d'Argenteuil. Et quand la dictée elle est arrivée, eh ben, c'était... ça y est, je suis arrivé au sommet. Je me suis dit, Abdellah, tu as un concept que tu peux déléguer. Ouais. Parce que ce que toi, tu n'as pas connu à l'âge de 16 ans, où des aînés viennent, ils te ramènent sur un plateau, tiens, tu peux monter tel événement, tu peux avoir tel financement ou telle entreprise ou telle fondation ou autre. Il n'y a personne qui m'a épaulé. J'étais autodidacte jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc, ce que moi, je n'ai pas eu, ben aujourd'hui, je le donne. Avec la dictée pour tous, je me déplace dans toutes les régions de France. Et dès que je vois des jeunes ou des moins jeunes, des mamans structurées et sérieuses, je leur délègue le concept de la dictée pour tous. Okay. Et ben, c'est ce moment-là où je me suis professionnalisé. Ok. C'est-à-dire de pouvoir déléguer. Et ça, c'est très dur. Tu as peur que ton bébé... Il faut avoir confiance. Il s'écroule, C'est l'entretènement, en tout cas. qu'on le politise ou autre. Et donc, chaque année, je me fixe un objectif où je trouve 2-3 structures dans différents coins de France et je leur délègue. Mais j'y vais par étapes. Okay. C'est-à-dire, moi, il m'a fallu 2-3 ans pour que mon truc il soit bien professionnalisé, carré, la taille du texte, le staff, et surtout être régulier au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, je le délègue sur la première année à une structure. Je vais leur dire, organisez juste une dictée dans votre ville ou dans votre quartier. La deuxième année, je vais leur dire, faites un championnat dans votre ville. Et après, je leur dis, faites un championnat départemental. Et eux, leurs finalistes, je les récupère pour les réunir dans les lieux historiques. Mais ce que moi, je n'ai pas connu aujourd'hui, c'est une grande fierté de pouvoir déléguer et surtout de donner de la responsabilité et de l'espoir à des personnes qui sont dans différents coins de France. Et voilà, ils se disent, j'ai un concept national et c'est moi l'ambassadeur dans ma région. Et ils gagnent toute crédibilité, que ce soit au niveau des institutions publiques et privées. En soi, comment ça se passe parce que peut-être les gens, ils savent pas, parce qu'on voit que l'avant, tu vois, mais comment ça se passe l'organisation d'une dictée, par exemple? Ce serait quoi les étapes? Les étapes, déjà, c'est la base de tout aujourd'hui, que ce soit une entreprise ou une action sociale, c'est la communication, de faire une affiche, de communiquer, d'aller voir les personnes, tout public, pour leur transmettre l'information. Aujourd'hui, la communication, il y en a beaucoup qui vont s'axer que sur les réseaux sociaux. Mais il faut faire du terrain. Il y en a, ils ont un logement dans une ville, ils vivent dans une ville, mais c'est juste pour dormir. C'est-à-dire, comment tu vas les attraper? Est-ce que c'est à la gare? Est-ce que c'est à la sortie du commerce ou autre? Donc, il y a un travail de terrain à faire. Et ensuite, il y a le matériel, ce qu'on a besoin. Déjà un lieu couvert. Après, tu peux le faire à l'extérieur, mais c'est toi et ta chance quand tu es à Paris, ou dans le nord de la France, et avec les Marseillais qui sont bien. Le sud. Et table, chaise, une sono pour le lecteur, une bonne sonorisation. Après, feuille, stylo. Et après, les lots, c'est facile. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui, dans différentes villes, secteurs, même des boulangeries ou autres qui participent à tous les événements, même pour le goûter, pour l'ensemble des participants. Je vois une solidarité. À chaque fois que je vais dans une ville, je vois tout le monde mettre apporter sa contribution à l'événement. Et c'est ça qui est beau et qui est chaleureux. C'est ça qui me donne la pêche. Si aujourd'hui, depuis 2013, j'aurais fait que des dictées à Argenteuil, j'aurais perdu la motivation. Le fait d'aller dans différentes villes et chacun apporte quelque chose, apporte sa touche à la dictée et l'événement, je vois, il est original. Ça m'inspire à faire la même chose ou t'améliorer même. Ou autre, ou à me remettre en question. Mais c'est surtout, je vois l'investissement. C'est-à-dire, il respecte le concept et il se l'approprie. C'est-à-dire, il ne se dit pas, vas-y, c'est le truc à Abdellah Boudour. Des fois, je ne suis même pas là, j'ai 4 dates le même jour.
Moi, je ne peux pas me déplacer. Je vois les images, les photos et tout ça, les retours de la communication au niveau de la presse et tout. Mais non, les gens se sont beaucoup investis à se prêter au jeu. T'as déjà eu peur rapidement y a un invité te mettre un plan ou pas? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Mais surtout, c'est quoi? Ah, c'est le retard dans les bouchons. Ouais. Pardon. Moi, il y a un seul truc où j'ai horreur à chaque événement, c'est de prendre d'otage le public. C'est pas parce qu'un lecteur ou un maire ou un élu n'est pas là qu'on va pas commencer. C'est-à-dire, si le public est ponctuel, on se doit de commencer. On peut faire 15-20 minutes de battement. Mais certains Faut abuser. n'apprécient pas trop ma politique par rapport à ça. Mais moi, je déteste prendre le public en otage. Donc, des fois, il y a des lecteurs, des lectrices, c'est par rapport aux bouchons. Ils viennent en retard, mais on est obligé de commencer, ils prennent le relais. Ok. Mais désolé à l'ensemble des participants qui sont pris en otage pendant 15-20 minutes à cause d'un lecteur ou d'un maire. Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Ouais, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, j'en ai des bâtons dans les roues. Je dis tous les jours. C'est pas à chaque C'est fois. une expression en tout Il y cas. a un message ou quoi. Mm. Mais ça, quand tu l'as la première fois, tu comprends pas trop. Tu es dans une frustration, tu contrôles pas trop tes émotions, tu as la tête dans le guidon. Mais maintenant, je me dis, ça fait partie du jeu. Tu as un concept, tu as monté un événement qui a pris de l'ampleur, qui est exposé à travers les médias. Il y a pas mal de personnalités. Sur les réseaux sociaux, on est pas mal suivi. Donc, faut accepter qu'il y a le bon côté où on t'encourage, on te motive, on te soutient. Mais de l'autre côté, tu peux tout avoir. Malheureusement, tu peux avoir des personnes qui sont très frustrées que ça soit porté par des jeunes issus des quartiers et d'origine maghrébine qui De ouf. portent ce projet-là. Ils sont ambassadeurs de la langue française. De ouf, de ouf. Ça, c'est... Désolé, les gars. Mais désolé. Non, je rigole. Fallait avoir l'idée. Hein. Et le deuxième, bah, c'est des personnes, comme dans tous les domaines, que que tu sois employé ou entrepreneur ou autre, c'est la jalousie. Et la jalousie, tu as vu, ils peuvent se cacher, comme il y en a, ils peuvent te le montrer ouvertement. Mais moi, je dis qu'il faut être toujours focus sur ses objectifs et son travail. Si tu es focus sur tes objectifs et ton travail, quand je dis sur ton travail, c'est de se remettre en question. S'il y en a, ils sont jaloux, ils refont la même chose. T'as vu? Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça soit meilleur? Mm. Et qu'est-ce que tu vas corriger surtout? Mm. Parce que peut-être tu as mal fait les choses. Si les personnes ils calquent ton truc de A à Z. Et pour avoir une longueur d'avance, bah, quand j'ai connu cette jalousie, et des personnes qui n'acceptent pas qu'on soit aujourd'hui en 2024, 2025 et qu'on soit porteur d'un projet comme la Digital pour tous, je me dis, Abdella, tout seul, tu n'auras pas les reins solides. Ouais. Délègue le projet. Ils ne pourront pas arrêter un mouvement. Aujourd'hui, le truc, il vit sans moi. Aujourd'hui, il y a des structures, ils sont organisés pour développer le projet dans chaque territoire. Et j'ai l'ambition de développer ça à l'international. Inch'Allah. Et même ne pas m'arrêter à la langue française. Donc là, c'est un objectif, je travaille dessus. Et comme ça, j'aurai des jaloux au Mexique, en Colombie, pas en Algérie. Hein. Non, je rigole. Les structures. Et c'est quoi le. Pour raconter un peu une petite anecdote, vu que tu en as fait pas mal des dictées, je Mhm. suppose. Et, c'est quoi le moment le plus improbable que tu as pu vivre pendant une dictée? Depuis l'âge de mes 16 ans que j'organise mes événements, Mm. jusqu'en 2013, mon père a toujours été là. Il s'est toujours investi. Mais sans lui demander. Mm. Même passé ou autre et tout. 28 août 2013, quand je fais ma dictée, la première fois que ma mère elle se déplace et elle vient me voir et elle me soutient. Et tu sais ce qu'elle a fait? Quand elle est arrivée au milieu de la dalle, au quartier, elle est arrivée, je dis, ah, t'es là, maman, et tout. Je lui fais la bise. Et la première chose qu'elle me dit, ils sont tous venus là pour faire ta dictée.
Et voilà, c'est le fait que ma mère, elle est venue à la première dictée, t'as vu, Marquant de ouf. c'est marquant. Après, le deuxième, c'est qu'on vienne me chercher, et je salue cette personne qui est Annick Bouquet, une élue de la mairie de Versailles, Mm. qui m'a proposé d'organiser l'événement au château de Versailles. Incroyable. C'est-à-dire, c'est même pas moi, j'ai envoyé un mail. Ouais, c'est Elle eux-mêmes. elle a suivi le concept, et elle m'a proposé, ça t'intéresserait. Après, on se donne rendez-vous à Versailles. Et j'y crois pas. Je dis, c'est un sketch, le truc. Je suis qui, moi? Pour moi, je suis toujours Abdellah qui a commencé, Ouais. qui fait ses événements à l'âge de 16 ans, jeune de la Normande d'Argenteuil. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait, je reste toujours modeste. Et quand je réalise le truc au château de Versailles, je sors dans le parking, je vois ma voiture et je vois la grande statue sur le cheval Louis XIV. Et je le regarde comme ça. Je me dis, si j'ai fait chez le roi, je vais aller chez le président. Ok, c'est de là est venu. Et je partais à tous les déplacements du président de la République. Et je disais à tout le monde, je vais faire l'Élysée, je vais faire l'Élysée. Et les gens ils rigolaient. Donc, d'arriver à une idée que j'avais en tête dans le parking du château de Versailles, tout seul, je pensais dans ma tête que je vais aller chez le président maintenant. Et que tu vois Madame Macron lire la dictée, le président refaire la remise des prix. Bah, c'est dingue. Après, même d'aller à l'international, dans différents pays, ça aussi, c'est dingue. Tu dis à la base, j'étais là à faire une dictée dans mon quartier. Tu dis, tu te déplaces partout et ton premier soutien, c'est ta mère. Et après, c'est des grandes personnalités. Donc, l'histoire, elle est magnifique. Ouais, le parcours, il est incroyable. Mais... Ah oui, excuse-moi. Dis-moi, mon frère. Et ma première dictée dans une prison. T'as déjà fait une prison? Ouais, j'en fais plusieurs. Ah, Prison j'ai pour fait- adultes et pour mineurs. Ok. Ah, ça aussi. Ça aussi, c'est un sketch. Raconte, là, t'es obligé de raconter, là. Ouais, c'était dicté à la prison de Maubeuge. Ouais. Et on a fait la dictée. J'ai pris un texte classique que je prends comme d'habitude avec des mots difficiles. Je me rappelle, il y a un détenu, il s'est levé. Au premier mot difficile, il a dit hey, j'arrête, c'est bon, j'abandonne. Après, la deuxième scène dans cette dictée-là, c'est qu'il y a des détenus. Ils sont libres de se déplacer, d'aider, Ok. tout ça. Et je crois, ce détenu-là, il distribuait des livres dans Ok. chaque cellule. Mm. Et c'est lui qui a gagné la dictée. Parce qu'il est tout le temps à la bibliothèque, tout le temps en train de lire. D'habitude, j'offre des smart box d'un week-end pour 2 personnes, restaurant aux dictées. Donc là, je ne pouvais pas me permettre. Donc c'était des vêtements. Et malheureusement, quand je vois, ils retournent dans leur cellule. Lui, il avait son pack de t-shirts et tout ça, pantalon, survêt qu'on lui avait offert, comme il a gagné la dictée. Bah, le temps qu'il sort de la salle, bah, il n'avait plus rien. Ils ont tous raquetté ses t-shirts, ses pantalons et tout. Donc franchement, cette dictée à Maubeuge, là... Après, j'étais rodé avec les autres dictées. J'étais rodé, maintenant je leur donne dans un sac plastique. Il n'y a personne qui voit ce que j'ai donné. Ouais, Au niveau des subventions, comment ça se passe? Subvention, moi, jusqu'à, on va dire, 2021, on était subventionné par rapport aux différentes municipalités et surtout la région Île-de-France qui nous a aidés sur pas mal de projets. Mais j'ai arrêté de demander des subventions pour la simple et bonne raison que je laisse différentes maintenant structures dans différentes régions de France de demander eux-mêmes les subventions pour organiser leur dictée. Parce que je vais arriver aujourd'hui à déléguer entièrement toutes les dates en province et me concentrer uniquement sur le national, sur la grande finale que je fais à national et sur l'international. Après, comment ça fonctionne aujourd'hui, les subventions? C'est très simple. Aujourd'hui, la dictée s'inscrit totalement dans l'organisation d'événements, que ce soit dans un quartier ou au niveau culturel. C'est-à-dire tu peux solliciter les mairies, tu peux solliciter la préfecture, le département, la région.
Mais quand tu le fais dans ton quartier, tu peux solliciter aussi les bailleurs. Et après, il y a pas mal de fondations qui aident. Et moi, je tenais vraiment à remercier toutes les institutions qui nous ont aidés, que ce soit la municipalité d'abord d'Argenteuil pour les premières années, que ce soit le ministère de la ville, la région Île-de-France et les municipalités. Et après, les grandes fondations qui nous ont pas mal aidés, dont la fondation Voltaire. Mais aujourd'hui, par exemple, le seul, pas pouvoir, mais la mise en relation avec toutes ces structures, c'est avec la Fondation Voltaire. C'est-à-dire il y a pas mal d'associations aujourd'hui que je les mets directement avec la Fondation de Voltaire, parce que nous ont suivis depuis le début. Et avec eux, ils accompagnent pas mal d'associations par rapport à la prise en charge des lots et autres. Mais Qui font le projet Voltaire aussi. pardon ? Le projet Voltaire, Ouais, c'est tout à fait, eux. tout à fait. Il y a le projet Voltaire et il y a la fondation. Ok. Et la fondation, ils aident pas mal. Et avec eux aussi, on organise des dictées dans les maisons d'arrêt aussi avec la fondation Pas mal. Voltaire. Mais cette politique-là que j'ai d'arrêter les subventions, c'est certes de déléguer, laisser les structures associatives faire leurs propres demandes, mais aussi, je ne veux pas me retrouver aigri. C'est-à-dire, on sait qu'il y a pas mal de réductions budgétaires dans tous les ministères. Donc, les préfectures et même les mairies, ils réduisent tous leur budget par rapport aux aides de l'État. Et ceux qui en subissent le plus, où c'est plus dur pour eux, c'est les associations. Tu t'imagines qu'une association, elle avait l'habitude de faire, j'ai un truc bidon, une association, elle avait l'habitude de faire 7 sorties dans l'année pour les habitants. Aujourd'hui, par rapport aux subventions qui sont diminuées, réduites, ils se retrouvent maintenant par faire 2 ou 3. Carrément, il y en a, ils ont arrêté complètement leur activité. Il y en a, ils vont bien le prendre. Il y en a, ils vont réussir à se relever en cherchant des fonds privés. Mais il y en a, ils vont être aigris. Donc, ils vont avoir ce... Comme je dis, il y a le monde associatif et le monde de la politique. Et la frontière, elle est très, 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 très fine pour basculer, alors que tu n'as jamais fait de politique, tu n'as eu aucune formation politique, et tu te retrouves à basculer. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui basculent, certes par conviction, mais il y en a aussi, c'est parce qu'ils sont aigris, peut-être ils disent on a réduit mes subventions, et ils partent dans un truc, et ils influencent aussi leurs adhérents et leurs trucs. Et moi, je ne veux pas me retrouver dans ce type de personnes, à me dire si demain ils me réduisent mes subventions, bah, je me retrouve à faire de la politique ou autre, ou à casser du sucre sur un politicien, alors qu'il n'est pas forcément responsable des subventions qui diminuent. Tout vient d'abord de l'État, qui réduit les fonds, que ce soit, quand je dis les mairies, c'est les départements, les régions, parce que les mairies ne sont pas totalement subventionnées par l'État. Il y a différentes institutions, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne plus demander de subventions. Mais moi, je voulais que tu reviennes sur une dictée, spécialement, celle au Cameroun, à Yaoundé, où je sais qu'il y a eu des faits marquants. Je crois que c'était aussi Dadju le lecteur. Ben, je voulais que tu reviennes dessus et que tu racontes un peu cette story-là. Il y a monsieur l'artiste Dadju qui organise une tournée internationale, dont une date à Yaoundé au Cameroun. Grâce au réseau, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir, avec son équipe, organiser. Et surtout, c'était monsieur l'ancien rappeur, Pete Pacardi, qui s'occupait de l'organisation de cet événement-là, qui accepte d'organiser une dictée avec l'équipe de managers et dont Dadju, une dictée à un jour avant le concert. Ouais. Donc, j'y vais quelques jours avant, on visite l'orphelinat, on fait la dictée dans l'orphelinat. J'ai vu Dadju, moi j'écoute pas du R&B du tout, je sais pas si c'est du R&B ou autre, bref, j'écoute pas du tout Dadju. Donc, avec tout ce que je voyais, les images ou autres, je me suis dit, ça y est, le mec, ça doit être une star, il doit être trop sollicité, en plus avec les gardes du corps autour et tout. Donc, quand il est arrivé, il m'a mis une grande claque.
mais une gifle de sa modestie. Mm. Il allait autour des tables, il accompagnait les petits, parce qu'il y avait, dans l'orphelinat, il y avait tout. Il y avait des primaires comme des collégiens. Ok, ouais. Et il les accompagnait jusqu'au bout pour y répéter, il prenait son temps, alors qu'il n'avait même pas de micro. Et en parallèle de ça, il n'a pas communiqué dessus, mais il a fait un don aussi par rapport aux orphelins. Et à un moment, quand on passe à la correction, il y a un petit jeune, un orphelin, il vient le voir avec une guitare. Et il dit, ouais, je peux chanter. Et Dadju dit, vas-y. Le petit, il chante. Et il termine sa chanson. Dadju lui dit, t'as déjà fait des spectacles, des concerts ici? Je dis, ouais. Je dis, ouais, devant combien de personnes? Et il avait du mal à dire un chiffre. Après, il a dit 100, 200. Le petit, il était gêné, tout ça. Mm. Et Dadju lui dit, vas-y, c'est toi qui fais ma première partie demain au concert à Yaoundé. Et après, je voyais Dadju commencer à faire des photos avec tout le public et tout. Et à un moment, il y avait des jeunes filles, ils viennent le voir. Il dit, ouais, tu peux chanter telle musique? Je sais plus c'était quoi. Et il fait juste le refrain. Et la fille, elle lui dit, non, 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 tu me fais la musique entièrement. Et au playback, il a rigolé, mais il a fait la musique entièrement pour Ouais, l'orpheline. Mm. Et c'est pour ça que Dadju, depuis ce jour-là, non, franchement, Respect. de toutes les personnalités, je lui mets 5 étoiles. Ouais. Lui, comme Gad Elmaleh, Laleh Bekti, et d'autres personnalités, ou l'Algérino, franchement, j'en ai fait des événements, des personnalités, mais là, c'était trop beau, c'était trop beau, c'était trop beau. Et je voyais surtout, ce qui est beau, c'est quoi? C'est quand le public il passe un beau moment, Mm. les participants de la dictée. Et là, ils étaient tous contents, tous contents. Et surtout, Dadju, comme il leur a fait un grand goûter, plus de denrées alimentaires, ouais, c'était bénéf pour eux. Je crois, ils ne pensaient même pas à la correction Ouais, bah, la dictée, ça y est, ils ont oublié Qui a gagné, ils s'en foutent. la dictée. C'était mieux que le concert, Mm. qui participe au concert. Donc, franchement, Mm. Mais c'est fort. la première étape que j'organise à l'international. Ah, en Parce plus. que je fais le Cameroun, et après, j'enchaîne avec Agadir au Maroc. Mm. Et après, j'avais déjà fait le Belgique, mais je veux dire, en changeant de continent, après, on a pu faire Naples, Milan, Mayotte, l'île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie. Et là, sur cette belle année, on va au mois de mars en Inde, à Delhi. Ok, Et au mois d'avril, on va en Thaïlande. ça va. Et il y a d'autres pays aussi. On attend que ça soit confirmé. Mais franchement, l'histoire, elle est est très belle. belle et elle continue. Ok, Mais ce ne sera pas avec Dadju. Dadju, si tu fais une date... tu lui dis en tout cas. Et on va revenir là un peu sur, pour le temps qui nous reste, un peu sur les difficultés que tu as eues ou autres. Comment tu as su gérer aussi la charge mentale? Parce que comme tu disais, je pense au début, tu faisais tout seul. Donc, tu étais un peu le porte-parole. Et après, tu as réussi à déléguer. Et donc, comment tu t'arrives à l'heure actuelle, on va dire, à gérer ta charge mentale? Moi, jusqu'à 2017, 2018, j'étais stressé à chaque événement. Mm. Mais stressé, boule au ventre, je mangeais rien du tout. C'était dur. Mm. C'était vraiment dur comment j'étais stressé. Je pense que les poils blancs, là, ils Ils sont, viennent de ça. sont arrivés juste après, à Chagall. Ils se sont lâchés tous d'un coup. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était comme un challenge, chaque événement où j'allais. Je me dis, il ne faut pas y ait un flop. Ça soit un flop où il n'y a pas de public, un flop où on se loupe sur des corrections, ou sur l'organisation, ou un lecteur, une lectrice qui ne viennent pas. Mm. Donc, c'était plusieurs facteurs. Et surtout, comme tu le dis, je voulais être au four et au moulin. Et le fait ensuite de s'entourer de bonnes personnes, à partir de 2017, c'est là que je me suis soulagé. Mm. C'est-à-dire, de 2013 à 2017,
il n'y avait qu'une seule dictée par jour. Maintenant, aujourd'hui, le fait de t'entourer de bonnes personnes, ben, tu peux déléguer. Et sur une journée, il peut y avoir 400 dictées où on va Ouais. communiquer sur nos réseaux sociaux. Mais en fin de compte, moi, je fais une dictée et Mm. les autres équipes organisent les dictées dans chaque région de France. Mais ça vient naturellement. Tu peux pas le contrôler. Tu peux pas te dire, vas-y, tu claques des doigts et tu as une bonne équipe autour de toi. Mm. Parfois, tu débutes un projet avec des personnes et quand il y a les grosses opportunités, il y en a, ils perdent la lucidité. Mm. Donc, t'as vu, comme je dis, ça fait partie du jeu. Et je pense que tout ce stress qui s'est enlevé, c'est d'être vraiment au- avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, Ouais. les mêmes ambitions, La même vision. la même vision. Et tu sais que eux peuvent pas te trahir sur certaines choses. Ok. Et c'est ça qui aujourd'hui qui fait Mm. que je suis plus stressé comme avant. Mais le, le deuxième truc, c'est que quand tu arrives à déléguer aussi, tu fais confiance Mm. et ça te permet aussi d'avoir encore plus d'espoir en l'être humain. Ok. C'est-à-dire, si tu vois des structures, ça fait depuis quelques années, ils arrivent à organiser dans leur propre région et être toujours loyal et respectueux envers la charte graphique et le concept de la dictée pour tous, bah, ça te permet, vas-y, demain, va frapper à ta porte et de refaire confiance. C'est l'être humain qui te donne espoir Motivé, de travailler, de collaborer. Si je me mange que des trahisons ou autre, ouais, t'as plus envie. t'as plus envie. Et je pense aussi, parce que tout le temps, je me dis, comment ça se fait que les gens ils soient bons envers moi? Comment ça se fait que les gens ils me soutiennent? Comment ça se fait que j'ai telle ou telle opportunité? Bah, à tous les niveaux, que ce soit un participant qui se déplace à la dictée, parce qu'il kiffe le concept, il kiffe pas Abdelaboudour. Et le deuxième truc, c'est que je me dis, comment ça se fait les personnalités viennent et se déplacent et se prêtent au jeu? En fin de compte, c'est comment tu transcris, comment tu partages les émotions du concept de la dictée pour tous et toutes ses valeurs. C'est-à-dire, si tu montres une bonne image sur ton travail, si tu es rigoureux et si tu respectes chaque personne, peu importe leur statut, eh ben, on va te le redonner, que ce soit humainement et même sur des fois des opportunités, tu es là, alors que ça fait 2, 3 semaines, c'est calme, et boum, tu as des grosses opportunités qui arrivent. Ben, les fruits du travail ne viennent pas à l'instant T. C'est-à-dire, ils viennent avec le temps. Soit rigoureux, soit régulier. Et à un moment, ça va arriver et ça va être magnifique. Parce que tu vois, avec tout le travail que tu auras fait, tu vas mieux savourer. Là, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Et bah, on va parler d'un truc aussi, c'est un peu cette confession musulmane, du coup, comme nous. Et bah, qu'est-ce que la religion, en tout cas, t'a apporté au quotidien? Ou quel est l'impact, en tout cas, de la religion dans ton quotidien et le bien-être? En tout cas, est-ce que ça contribue à ton bien-être? Moi, tout à fait. Hein. C'est vital pour moi aujourd'hui. C'est vital parce que mon grand-père, Rahmo, Ouais, là. maternel, c'était quelqu'un qui était régulier sur ses prières, Mm. qui avait certaines valeurs avec sa famille. Mm. Donc, le fait de l'avoir perdu quand j'avais, je crois, 21 ans, tu vois, ça fait que tout ce il s'est sacrifié, toute la patience qu'il a eue avec ses enfants, les petits-enfants, et moi je suis le premier des petits-enfants, comme ma mère, c'est l'aînée, elle m'a eu très jeune, ben, c'était tellement dur, la perte de mon grand-père jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que l'islam qui peut me donner cet espoir où que je me dis, je vais le retrouver au paradis. Inch'Allah. Donc, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est... Chacun vit son deuil à sa façon.
Il y en a, c'est très dur pour eux. Mm. Et moi, c'est l'islam qui a fait que j'ai espoir et que je fais des invocations et que ça m'aide au quotidien à faire mes prières et être régulier tous les jours. Et c'est une ligne de conduite parce que l'islam ne s'arrête pas uniquement à la prière. L'islam, c'est un comportement avec tout le monde, avec le musulman et le non-musulman, avec la tolérance, le respect, le partage. C'est-à-dire, tu peux gagner de l'argent, mais dans cet argent-là, que tu arrives à économiser, tu dois le redonner et le partager aux pauvres. Le ramadan ne s'arrête pas qu'à ne pas manger. Le ramadan, c'est tout un comportement et surtout une retraite spirituelle. Si 11 mois sur 12, tu es à fond dans le travail, tu es à fond dans une passion, dans un loisir, ce mois-là doit être consacré vraiment sur la retraite spirituelle où certes, tu ne manges pas, mais peut-être tu passeras plus de temps à lire, plus de temps à la mosquée, ou peut-être plus de temps aussi à parler de religion. Mais j'ai commencé malheureusement très tard à prier, mais chaque épreuve, que ce soit une épreuve bénéfique ou une épreuve qui peut être terrible, comme une maladie ou la perte d'un proche, tu sais si c'est une bénédiction si tu prends un virage. C'est-à-dire, ça peut être un virage bénéfique dans le fait que tu vas t'approcher de la religion, Mm. ou tu peux te délaisser et perdre tes ambitions. Et moi, la perte de mon grand-père, Rahmo, eh ben, ça m'a permis de m'approcher encore plus de la religion. Et tous ces grands moments que j'ai passés avec lui, que ce soit le ramadan, l'Aïd ou les vacances scolaires, eh ben, ils me font... J'avais eu ce manque. Eh ben, ça me fait rappeler encore plus à lui, à me rapprocher plus de la religion. Et je me dis à un moment, t'as vu, ça sera notre tour, tu vois. Et la mort n'a pas d'âge. Donc, par rapport à ce deuil-là, je dis toujours à mes proches ou à mon entourage ou à des participants de la dictée, quand je les vois avec leur grand-mère, leur grand-père, leurs parents ou autres, je leur dis profitez. Profitez parce que c'est un grand privilège. Mais sans forcément rentrer dans les détails. Je me dis, j'aurais aimé, de tout ce que j'ai fait, ben, mon grand-père est soit là, il voit. Mm. Mais malheureusement, tout ce que j'ai réalisé de bon, tous mes projets, tous mes trucs, c'est après. Mm. Je me suis dit, je ne dois pas m'arrêter parce qu'il n'est plus là. Je dois continuer et m'investir parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces sacrifices et que ma mère, elle a vécu avec lui, qu'elle a eu une bonne éducation, elle a manqué de rien. Et d'être, comment ça s'appelle, de faire honneur à nos disparus. Et c'est ça, ce conseil-là, je donnerai aux personnes qui vivent un deuil, de faire honneur à nos disparus et de ne pas lâcher. Même si certains deuils ou certaines personnes ça a été très dur, leur mort. C'est une mort naturelle qu'il a eue, c'est-à-dire il avait une maladie. Mm. Mais voilà, l'islam, ça m'aide à tenir ce genre d'épreuve. Et je crois que c'est la plus terrible. Mm. De toute façon, Inch'Allah, khair, hein, comme on dit, hein, dans un mal, après, il y a un bien. Quand tu prends la bonne directive et le bon virage. Donc Inch'Allah, khair. Je te laisse enchaîner en vrai, Amine. Une vie associative qui est assez dense. Est-ce que tu fais des actions pour prendre soin de toi? Tu prends des moments pour toi? Pour te reposer, pour réfléchir, pour... Aujourd'hui, je fais pas mal d'événements toutes les semaines. Parce que ça a pris de l'ampleur, le concept de la dictée pour tous.
Donc, quand je ne suis plus en déplacement, j'ai envie de faire deux choses. Passer du temps avec mes enfants et passer du temps avec mes parents, avec la famille. Donc, c'est les seules choses où je peux où je suis déconnecté. Mes téléphones, je les mets sous l'oreiller et je passe du temps avec eux. C'est-à-dire, soit me balader ou autre, mais vraiment me reposer avec eux. Et après, je suis quelqu'un, mon entourage, je le dis, Abdallah, toi, tu fais le yo-yo. C'est-à-dire, je peux être à 130 kilos et tu me revois dans 2 semaines, je dirais pas 70, mais 90 kilos. Et ce que je kiffe, c'est quand je suis régulier dans dans le sport et je fais attention à mon alimentation. Mais c'est surtout ça. Pour me ressourcer, c'est de passer du temps avec la famille et faire un peu de sport. Mais le sport, je fais pas de la salle, rien du tout, hein. Je fais juste de la marche. De la marche, beaucoup de marche et surtout la famille parce que le temps, il passe très, très vite. Et je me dis, des fois, je suis en déplacement en province, quand je vais jusqu'à Toulouse ou Nice, je dois aller au moins un jour la veille, avant. Donc je me dis, ce temps-là que j'ai passé en province ou à l'international pour un déplacement d'un événement, c'est un temps que je pourrais jamais rattraper avec ma famille. Donc j'y pense même sur le déplacement et c'est pour ça que je suis pressé de revenir toujours pour être avec eux. Ok. Bah, on va tamer avec les 2 dernières questions, on va faire un petit bilan. Si tu avais un message, en tout cas, ou un conseil à ton toi d'il y a 20 ans ou 10 ans, ça serait quoi? Ah, je sais pas ce que je leur ai dit, hein. Je leur ai dit, continue le foot parce que là, tu vas prendre grave du poids. Non, sérieusement, par rapport à ce que j'ai entrepris, Abdallah, fais attention sur l'entourage parce que je suis quelqu'un de très naïf. Mm. Je peux rencontrer des personnes qui me sollicitent, qui ont un certain statut, qui manquent de rien et qui veulent que j'organise des événements. Mais comme ça se passe bien Avec eux. humainement et le feeling, je peux le faire gratuitement. Moi, Ok. c'est toujours l'humain qui prime avant tout, les valeurs. Et comment la personne se comporte avec toi et qu'elle ne te manque pas de respect. Et malheureusement, des fois, ça me joue des tours. Je ne parle pas que des personnes qui ont un statut. Des fois, c'est des personnes, des semblables ou autres. Et je fais trop vite confiance. Et je suis quelqu'un... Il y en a, ils ont des ils sont impulsifs au niveau peut-être de la colère. Il y en a, ils sont impulsifs quand ils font du shopping. Moi, je suis impulsif au niveau de la générosité. Je peux me sacrifier pour quelqu'un que je viens de rencontrer il y a 2 minutes. Et moi, j'aurais dit de faire attention à la confiance. Et le deuxième truc, de ne pas être têtu. J'essaie de travailler sur moi-même, hein. J'ai des défauts. Je suis têtu. C'est-à-dire, quand j'ai une idée en tête, je fonce. Et je me permets de faire une petite parenthèse. Jusqu'à la dictée pour tous, quand j'avais une idée d'action, j'ai appelé un graphiste, il faisait l'affiche. Et ça peut être 2 heures, 1 heure, ou un jour, ou une semaine. Je mettais en place mon action. Et quand il y a eu les attentats de 2015, j'étais devant ma télé et il y avait la cérémonie avec le président François Hollande qui saluait chaque maman d'Ahmed Berabé, du policier qui est mort dans la rue de Paris. Là, il y avait la femme de la police municipale de Montrouge qui s'était fait tuer dans sa voiture ou dans la rue. Et tu avais la troisième maman, c'était la famille, c'était le garde du corps d'un des employés de Charlie Hebdo. Donc tu vois un Maghrébin,
une black et une blanche. Moi, ça m'a mis une claque. C'est-à-dire, quand j'ai vu la tristesse de la famille, et surtout la maman de Renoir, elle est restée assise sur sa chaise. Elle s'était même pas levée, elle n'a même pas la force de se lever, je crois, par rapport à comment elle était en train de pleurer. Ben, je me suis trouvé impuissant. Je me dis, comment je peux aider ces familles ou autres. Là, on n'est pas en train de regarder un film, là, c'est la vraie vie. Et c'est chez nous, c'est en France. Donc, sur le coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué le Footmax, Foot 5, là, Argenteuil. J'ai appelé un graphiste, il a fait une affiche et j'ai lancé une cagnotte et inscription 10 € par personne pour les 3 familles. Ok. On a fait 3 enveloppes. Une, je l'ai posée à Place Beauvau, après le tournoi. Une à la mairie de Montrouge pour la famille. Et à Medmerabin, on a pu être en contact directement avec sa famille. Tout ça, on lui avait donné. Mais ce que je veux dire, quand je parle de je suis impulsif au niveau de l'événement, ben, t'as vu, des fois, je ne vais même pas calculer comment ça peut être perçu. Si les gens vont critiquer, si cela. Et malheureusement, tu as vu, il y en a, ils n'ont pas trop aimé pourquoi j'ai fait ce tournoi et pourquoi des familles de policiers. Mais moi, à la base, j'ai réagi en tant qu'humain, comme je voyais leur tristesse aux familles. Ça touche. Et surtout la maman qu'elle se levait pas et quand le président est venu à côté d'elle par rapport au deuil. Donc jusqu'à la dictée, ben, je marchais comme ça, c'est-à-dire quand j'avais une idée. Mais maintenant, je passe plus de temps à réfléchir. Et je pense que j'aurais dit ça à Abdella il y a 20 ans. Réfléchis et prends ton temps. Parce que malheureusement, on peut être un journaliste, un média, sur les réseaux sociaux, un entrepreneur, dans le business ou dans le social. Mais on a une communauté, on a des gens, on a un entourage, on a une famille, on a des amis, on a des gens qui nous suivent de loin, même si on ne le sait pas, et on a un impact sur eux. Donc, faut pas penser qu'à notre nombril et à nos idées et à ce qu'on aime. Parfois, il faut mesurer l'impact et quelle image on va donner à ces personnes-là. Des fois, tu peux avoir des grandes opportunités. Mais si demain, tu t'amuses à faire un événement avec un pari sportif, quel impact tu vas avoir sur les jeunes qui te suivent? T'as vu, les jeunes, ils s'inspirent de qui? Ils s'inspirent de nous. Toujours des aînés, tu vois. Et y a des jeunes, et aujourd'hui, ils n'ont pas l'ambition, ils n'ont pas encore la confiance de vouloir entreprendre. Donc, ils vont se calquer par rapport à ce qu'on fait. Et donc, c'est pour ça, tu as vu, de faire des partenariats, des collaborations. Des fois, faut bien réfléchir avant de foncer parce que les répercussions, les dégâts, tu ne pourras jamais les rattraper comme une mauvaise parole sur la colère. Je pense qu'on peut terminer là-dessus en vrai. Ça a été parfait, magnifique. Bah, on va juste terminer. Est-ce que instant promo, donc où on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Tu as juste à regarder cette caméra du coup là-bas. Ok, celle-là, ouais. Et alors où on peut te trouver? Let's go. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe pour leur accueil et dans ce beau cadre qui est magnifique. Pas de blend. Et on peut me retrouver sur le site Dictée pour tous, les réseaux Dictée pour tous. Et j'espère un jour vous voir à une dictée et passer du bon moment ensemble, en famille ou entre amis, ou même tout seul. En tout cas, bah, merci à tous. Ça a été une magnifique interview. J'espère que vous avez kiffé, riche en émotions. En tout cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et on se retrouve pour un nouvel épisode.